et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Blues and Pop. Donc moi je m'appelle Clémence et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo donc Blues and Pop, sur Instagram @Blues and Pop, sur YouTube avec cette chaîne, mais puisque vous êtes là c'est que vous m'avez trouvé, et sur Ravelry aussi avec le pseudo Blues and Pop. Bon, et bienvenue de nouveau dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver et de vous partager les derniers projets, mes dernières réflexions, mes dernières créations. Encore merci pour tous vos gentils messages sur mon épisode numéro 3 qui était en fait un double épisode avec un épisode spécial tricot et un épisode spécial couture. J'ai vu que chacun avait regardé ce qui l'intéressait et vous aviez mis de gentils commentaires. Donc encore une fois, un grand merci. Et puis merci aussi d'avoir partagé vos lectures tricot, vos lectures couture. Comme ça, je me suis rempli mon petit bucket list de livres à lire et à aller consulter si jamais j'ai un petit temps de libre. Aujourd'hui, on est presque fin octobre, on est le 27 octobre. J'en profite pour tourner cet épisode juste avant le mariage de mon amie Sophie pour pouvoir vous montrer ce que j'ai créé à cette occasion. Et je pense que je ferai le montage par contre après son mariage, et donc peut-être que j'essaierai d'insérer une ou deux photos d'elle avec le châle que je vais vous présenter et de la robe que j'ai cousue. Petit teasing sur ce que je vais raconter. Voilà, et puis du coup en cette journée d'octobre, ici on n'a pas encore, l'automne n'est pas encore arrivé, donc je vois beaucoup d'entre vous qui vont me dire que j'ai de la chance, et c'est vrai que moi j'attends que l'automne arrive pour pouvoir mettre mes tricots, pour pouvoir mettre mes bottes, pour pouvoir m'entourer un petit peu de châle doudou. Ici je mets encore des chaussures ouvertes et je ne mets qu'un t-shirt parce qu'il fait trop chaud, donc je ne me plains pas parce qu'on a du beau temps et que ça fait du baume au cœur, mais c'est vrai que j'attends quand même que l'automne arrive ici aussi pour pouvoir mettre, voilà, pour pouvoir faire mes compositions de garde-robe que j'aime tant durant cette saison d'automne. Mais j'espère que vous allez bien de votre côté, et puis c'est parti pour ce premier épisode, n'importe quoi, pour ce nouvel épisode, et on va faire en deux temps. On va commencer par la partie couture, et puis on fera la partie tricot dans un deuxième temps, et je vais vous indiquer ici du coup à quel moment vous pouvez retrouver la partie tricot si vous voulez passer la partie couture. Alors c'est parti pour cette partie couture. Alors avec plusieurs projets terminés, dont une grosse pièce, et donc on va commencer par cette grosse pièce parce que c'est de celle-là dont je voulais vous parler et prendre un peu le temps de vous la raconter. Donc il s'agit de la robe Magnolia de Direndou. Donc voilà la robe Magnolia. Donc moi j'ai fait cette version, la version A, qui est un peu la version robe de fête, robe de soirée, avec un décolleté profond en V sur le devant, une taille assez marquée, assez haute, une grande robe plissée et avec une fente ici pour pouvoir marcher un petit peu plus tranquillement. Donc moi j'ai fait ce patron avec un tissu de chez Cousette, qui était une de leurs dernières viscoses, je crois qu'elle s'appelle Shanghai, je vous mettrai pareil la référence, et donc je vous la montre. Voilà ma robe Magnolia avec ce magnifique tissu, là vous voyez vraiment la bonne couleur, donc le principe c'est que c'est une viscose donc assez fluide, donc qui est orange un peu rouille avec des petites fleurs un peu turquoise, blanches et grises, et un petit fil de lurex doré qui passe à travers, sachant que pour le mariage de ma copine Sophie, le thème c'était un petit peu automne et avec une touche de doré, donc je suis parfaitement dans le thème. Donc voilà, ça c'est ma version finale avec la petite fente qu'on voit ici. Donc j'ai fait des modifications, j'ai fait des petites manches courtes et voilà. Alors, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé avec ma Magnolia, donc je sais que c'est un patron qui nécessite un petit peu de temps et d'ajustement pour qu'il soit parfaitement à notre taille. Donc en lisant à droite à gauche les commentaires de celles qui les avaient déjà cousues, etc. Puis je vous avais aussi demandé vos avis. Donc je vous remercie pour les conseils que vous m'avez apportés. Et tout le monde s'était résolu à dire qu'il fallait faire une toile de cette robe pour être sûr de faire les ajustements et qu'elle nous tombe bien, parce que le décolleté est assez profond, parce que la taille est marquée, etc. Donc je me suis... Pardon.
je me suis résolue à faire une première toile de cette robe. Et d'abord en décalquant le patron, donc j'ai fait d'abord des modifications sur le patron et ensuite des modifications à la suite de ma première toile. Donc en regardant en fait le tableau de mesure, donc assez bien fait, de la robe Magnolia, à la fois les mesures, mes mesures à moi et les mesures du vêtement fini, en fait moi je me retrouvais pour tout ce qui est buste et taille, avec un buste où je devais faire une taille 38 et une taille où je devais faire un 44. Donc j'avais 4 tailles d'écart entre mon buste, mon tour de poitrine et ma taille, sachant qu'ensuite pour la robe, le 44 était parfait, donc j'avais pas besoin de faire d'ajustement entre le buste et les hanches. Mais donc du coup voilà, j'étais partie un petit peu de ce constat-là en me disant comment je vais faire pour rattraper 4 tailles sur mon patron. Alors évidemment pour tout ce qui était ceinture, manche, ça posait pas problème parce que là je gardais un 38, pour la ceinture je gardais un 44, pour la jupe je gardais un 44. Vraiment ma question c'était pour la pièce de dos et les 2 pièces de devant parce qu'il y a un système de découpe princesse et donc il fallait modifier ça de façon assez large. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc déjà sur mon patron en fait en regardant mon patron originel, donc ça c'est la pièce du coup de décolleté devant, donc vous avez là c'est le décolleté central et ici vous avez du coup la partie, pardon, ici vous avez l'emmanchure et ça c'est le côté, donc ça c'est une des pièces du devant et puis après vous avez la deuxième pièce du devant qui vient faire la découpe princesse, donc ça vient se mettre ici pour faire le décolleté et ici vous avez du coup pareil le côté et l'emmanchure, voilà ça se met, si je le montre bien pardon, ça se met comme ça, voilà donc vous avez la découpe princesse ici, l'emmanchure qui est là et le grand décolleté ici. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que sur mon patron du coup j'ai fait un compromis de taille pour arriver entre mon 38 et mon 44. Donc ce qu'il faut savoir c'est que en fait j'avais cette cambrure ici et ça me semblait compliqué de modifier cette cambrure pour passer d'un 38 ici à un 44 à ce niveau là. Je savais pas très bien comment faire, etc., comment rattraper. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé ici sur mes 2 pièces le 38 et par contre j'ai rattrapé le 44 à ce niveau là. Donc par exemple ici je suis partie de mon 38 et en fait pour arriver à ici au 44, donc normalement le 38 aurait dû faire quelque chose comme ça, hop, un peu plus marqué, et donc moi du coup ça fait un peu moins du coup pour garder une taille au niveau du 44. Et par contre en hauteur, comme je suis assez petite, j'ai gardé la hauteur du 38, donc j'ai allongé la ligne du 38 jusqu'à la longueur du 44, et donc voilà, donc je suis arrivée ici à la hauteur du 38 mais à la largeur du 44. Donc j'ai fait ça sur cette pièce et sur cette pièce pareil en fait j'ai gardé du coup la découpe princesse de ce côté là en 38 pour pas avoir à faire de modifications et par contre côté décolleté en fait ce que j'ai fait, j'essaie de vous montrer correctement, ce que j'ai fait c'est que je suis allée rattraper, là je suis partie du 38 et hop je suis allée rattraper la ligne du 44 à ce niveau là. Et pareil, par contre, j'ai gardé la pièce en hauteur d'un 38. Voilà comment je vais faire pour passer d'un écart de taille d'un 38 à un 44 sur 2 pièces. J'avoue que je me suis posé la question et je vous le partage parce que c'est pas toujours évident de savoir comment faire un compromis de taille cette question. Sachant que je prenais pas trop de risques parce qu'au final, du coup, comme je faisais une toile, ça me permettait quand même de valider mes modifications. Donc ça c'était pour les pièces de devant et pareil pour la pièce de dos. Donc voilà, ça c'est la pièce de dos, donc ça c'est le milieu dos qu'on coupe au pli. Ici vous avez l'emmanchure et donc la particularité de cette robe c'est qu'elle a du coup une pince. Elle a une pince dos ici, donc ce que j'ai fait pareil, vu que je devais atteindre un 38, enfin faire une modification entre un 38 à peu près à ce niveau là et un 44 à ce niveau là, ce que j'ai fait c'est que j'ai élargi ici, donc je suis partie du 38, j'ai rejoint le 44 et ce que j'ai fait pour la pince c'est que j'ai gardé la pointe ici dans le 38 et par contre j'ai redessiné comment s'appelle, la pince en partant de la référence du 44 ici. Donc normalement ma pince de 38 aurait dû faire quelque chose comme ça, avec cette pointe ici, et du coup moi je l'ai décalé, je suis partie du 44 et hop j'ai remonté jusqu'à la pointe en 38, donc j'ai redessiné ma pince.
Voilà comment j'ai fait pour faire la modification du dos de ma Magnolia. Et donc, pour faire ces vérifications de modification et voir que ça allait bien, et ben j'ai fait une toile. Donc voilà ma toile de Magnolia. Oups. Dans mon tissu que vous allez reconnaître, que j'avais utilisé pour me faire une jupe pour une soirée sur le thème du wax. Donc je vous la montre pas trop en détail, mais donc en gros ce que j'ai fait dans cette toile, on m'avait conseillé plusieurs fois en fait d'aller vraiment jusqu'au bout, de poser la ceinture et de mettre, de faire aussi la toile de jupe, parce que comme en fait le corsage il est assez ajusté, évidemment que si vous faites un corsage et qu'il n'y a pas le poids en fait, qu'il n'y a pas le poids de la robe au niveau de la ceinture, bah, du coup parfois vos modifications de corsage peuvent ne pas être justes parce que du coup vous n'avez pas le poids du tissu qui tire votre corsage vers le bas. Donc moi ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est que j'avais la flemme de faire la jupe, donc ce que j'ai fait c'est juste, j'ai fait tout mon corsage correctement, et par contre pour la jupe j'ai juste cousu mon tissu en fait pour donner une impression de poids, mais je ne me suis pas amusée à découper la jupe qui était en plein de morceaux. Voilà, ça permettait juste de donner du poids à mon corsage qui était la pièce que je voulais valider. Donc au niveau de ces modifications là, je me suis rendu compte de deux choses quand j'ai fait mon essayage si je me recule un peu, hop, je me décale pour vous montrer, voilà. Donc quand je l'ai essayé comme ça, en fait quand j'ai fait les modifications, je me suis rendu compte d'abord que j'avais énormément de marge à cet endroit là. Donc je pense que au vu des mesures des tableaux finis et de mon tour de taille, ça a affiché un 44, je pense que j'aurais vraisemblablement pu faire un 42 sans souci dès le départ, parce qu'après sur mon patron j'ai de nouveau enlevé au final 4 cm au global de tour de taille, donc je pense que ça redescend à un 42 voire un 40, j'ai pas vérifié. Mais donc voilà, en tout cas dans mon cas, partir y compris de la mesure du vêtement fini, ça m'a pas aidé à choisir bien la taille, donc en ça la toile a été utile, j'ai pu du coup reprendre correctement et que ce soit un petit peu moins large. Sur mon projet final, au final elle est pas ultra serrée, ce qui me va parce que voilà, c'est quand même une robe dans laquelle on a besoin d'être à l'aise, et comme elle a un lien de serrage dans le dos, finalement on peut rattraper la taille soulignée sans que ce soit extrêmement serré. Donc ça m'allait très bien en enlevant ces 4 cm. Donc ça c'est une des premières choses que j'ai modifiées quand j'ai fait ma toile. Et puis quand j'ai fini ma toile, en fait j'avais l'impression que ici, du coup j'avais un peu de pli à ce niveau là, et j'avais le décolleté qui baillait un peu, et un peu de place dans ma poitrine. Enfin du coup c'était pas complètement adapté à moi. Donc j'avais besoin de faire des modifications à cet endroit là, et puis j'avais aussi modifié les manches. Je voulais faire des manches plus courtes que le modèle, et j'avais fait des manches, j'avais redessiné les manches pour les faire un peu plus fitées, et au final au porté, quand j'ai mis ma toile, je me suis rendu compte qu'avec une manche plus fitée, du coup j'étais un peu bloquée pour lever les épaules, et comme c'est une robe de fête, ben, j'avais quand même comme intention de pouvoir danser avec, donc de monter les bras par exemple si j'avais envie. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au final j'ai juste coupé la manche longue à un niveau 3/4, mais je ne l'ai pas fitée, et du coup comme ça vous verrez la manche finale elle a un petit peu plus de flottement, et ça me permet quand même de remonter. C'est pas aussi confortable que les manches un peu à voile là, c'est pas aussi confortable que cette version là, mais quand même j'ai un peu de marge et je peux bouger sans souci. Donc ça c'était une autre de mes modifications. Et donc une fois que j'avais fait ce travail là d'identification, en fait sur le site de la marque de Direndou, il y a un tutoriel qui est extrêmement bien fait pour des ajustements petite poitrine, donc un tutoriel d'ajustement petite poitrine pour modifier la Magnolia justement, donc spécifique pour le patron puisque c'est une découpe princesse, et que du coup l'ajustement petite poitrine se fait de façon un peu différente que dans d'autres types de patrons où c'est une pince qu'il faut modifier. Donc du coup je suis allée suivre ce pas à pas, et en fait ce qu'il nous explique c'est que donc sur la base de votre toile, en fait vous pincez, je vous montre là, vous pincez par exemple votre toile pour voir ce que vous avez besoin d'enlever, et c'est cette mesure là en fait que vous allez ensuite reprendre pour faire votre ajustement de poitrine. Et donc c'est ce que j'ai fait. Hop, si je vous remonte sur mon patron.
Donc là vous allez voir mes modifications. Donc en fait ce qu'on fait, donc le tutoriel est très bien fait, donc je vous renvoie pour vous le montrer. Mais donc moi j'ai ouvert ici ma pièce, je l'ai ouvert ici aussi et je l'ai ouvert ici. Et en fait le principe c'est que vous venez les faire se chevaucher de la mesure que vous vouliez enlever. Donc moi c'était 1 cm et vous venez rescotcher pour avoir votre nouvelle pièce et vous redessinez l'arrondi ici de poitrine. Et vous faites pareil du coup de l'autre côté, de la même distance, enfin de la distance que vous vouliez enlever. Donc hop, voilà, vous ouvrez ici, vous ouvrez ici, vous ouvrez ici, et hop, vous renvoyez, enfin vous repliez vers l'intérieur et vous rescotchez le tout pour que ça puisse vous faire votre ajustement de poitrine du nombre de centimètres que vous aviez identifié comme besoin de rétrécissement sur votre toile. Donc j'ai fait ça et ce que j'ai oublié de dire aussi c'était que je m'étais rendu compte que l'autre besoin que j'avais c'était de raccourcir en fait le buste au total parce que ma toile, donc si je vous remonte ma toile, hop. Donc là, si je vous remonte ma toile, en fait, ma toile tombait assez bas. Et du coup, en termes de décolleté, ça tombait vraiment très bas pour moi. Et du coup, c'était plus joli si je remontais, en fait, si je remontais la ceinture de 2 cm au total. Donc pareil, en fait, j'ai remodifié du coup mon patron. J'ai recoupé sur la ligne raccourcie rallongée qu'il y avait sur le patron de 2 cm toutes mes pièces. Et y compris dans le dos. Du coup, voilà. Donc voilà, ça c'est toutes les modifications que j'ai faites. Donc ça m'a pris entre la couture, enfin le décalcage des pièces et la modification du patron de base. Puis la découpe de la toile et le travail du corsage de la toile, etc. pour faire les modifications. Puis la reprise du patron à la base de mes mesures sur la base de la toile. Puis le redécoupage des pièces de la toile. Puis la couture. Enfin, voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Au final, je pense que ça m'a bien occupé un bon week-end, je dirais, pour pouvoir la faire. Donc c'est pas un projet de tout repos, en tout cas pour moi qui avait besoin de faire pas mal de modifications sur ce projet. D'autres petites choses que je voulais vous raconter sur la couture des pinces, parce que moi c'est quelque chose que j'avais appris quand j'avais pris des cours de couture ici. J'avais pris des cours de couture, c'était assez rigolo, c'était un petit peu à l'ancienne ici en Italie et donc on apprenait beaucoup à surfiler, surjeter, faire ses propres patrons à ses mesures, donc j'avais appris quelques techniques. Et notamment une technique que j'utilise quand je veux coudre des pinces de façon assez précise. Donc je vous la partage parce que je sais pas si vous la connaissez et je me dis qu'on est aussi là pour ça, pour partager ces bonnes techniques. Donc voilà, en fait, quand vous voulez coudre une pince, en fait, vous découpez sur votre tissu l'endroit où la pince doit avoir lieu. Alors pas sur votre tissu, pardon, sur votre patron, donc sur le papier. Vous découpez l'équivalent de la pince que vous avez à coudre. Donc là, quand vous allez mettre votre patron sur votre tissu, par exemple, ça va se présenter comme ça, où en gros, là vous avez épinglé et à cet endroit-là, vous avez le tissu qui apparaît. Et donc le principe c'est que vous allez prendre un faux fil, donc votre patron est en double, parce que par exemple là sur la pièce d'eau en fait vous venez le coudre au milieu ici, donc c'est sur le pli, donc vous avez une pince ici puis une pince de l'autre côté. Donc ce que vous faites en fait c'est que vous venez surfiler avec un fil de faux fil le long de votre pince, donc ici en fait, donc sur votre tissu. Et en fait vous faites un surfil en laissant une grande boucle de fil sans tirer jusqu'au bout, de façon à ce que vous ayez des boucles un peu lâches. Donc je vous ai fait une photo, je vous l'insère. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ces faux fils, en fait ça vous permet, une fois que vous dégrafez vous désépinglez votre tissu, en fait vous avez juste à tirer vos deux morceaux de tissu et ça va vous venir vous mettre d'un côté la trace de votre pince et de l'autre côté la trace de votre pince en fait écartant le fil qui va du coup se tendre, et vous allez venir avec votre ciseau pour couper vos petits morceaux de fil et ça va vous faire du coup vos dessins de pince de chaque côté avec des petits morceaux de fil qui dépassent. Donc pareil, je vous ai pris une photo, je vous la mets.
Et ensuite, sur ces deux pinces que vous avez dessinées, comme du coup le fil ne tient pas et que si jamais vous avez besoin de faire la couture à la machine, quand vous êtes de l'autre côté, en fait, vous avez juste des petits bouts de fil, donc vous voyez rien. Donc là, le principe, c'est de repasser un faux fil ou éventuellement là de marquer votre tissu avec un marqueur. Ou une craie pour que vous puissiez voir où vous aviez à faire votre pince. Donc ça, c'est une technique que moi j'utilise pas mal. Donc là par exemple sur ma toile, je crois que je n'ai pas enlevé pour vous montrer. Hop, voilà. Donc ça donne ça en fait quand j'ai surpique, enfin quand j'ai refait quand j'ai repassé ma pince du coup avec un fil, du coup là je l'ai pas enlevé parce que c'était ma toile, mais donc vous voyez ça donne ça et comme ça vous savez exactement où coudre et puis une fois que vous avez enlevé votre fil de faux fil, c'est assez facile en fait, ça s'enlève, vous voyez ça s'enlève hyper bien, hyper facilement. Donc voilà, donc ça c'était une petite technique sur la couture des pinces. Donc moi je fais toujours ça du coup sur mes patrons, je laisse toujours, je découpe ma pince pour savoir exactement où la faire. Et du coup c'est pratique pour pas avoir, moi je savais jamais comment recopier sur mon tissu de façon correcte une pince. Ça m'a quand même plutôt bien aidé. Donc voilà, ça c'est toutes mes modifications de patron, de toile, etc. Et donc je vous essaye ma Magnolia. Voilà, donc voilà ma Magnolia. Donc là vous voyez pas grand chose, donc je me recule pour que vous la voyez mieux, un petit peu plus grand. Donc voilà les manches qui m'arrivent du coup au niveau du, un petit peu au-dessus du coude. Donc ça c'est le décolleté de la robe. Et donc si je me mets sur le côté, vous allez voir du coup, voilà, ça tombe parfaitement bien. La petite taille marquée dans le dos avec les pinces. Le petit nœud qu'on peut nouer soit sur le côté, soit dans le dos, soit le devant. Et donc si je me grimpe, voilà, vous allez voir. Donc c'est une version longue. Hop, si je monte, voilà, avec la petite fente du coup sur le côté. Hop. Donc là, je peux la nouer. Je peux la nouer dans le dos aussi si je veux. Donc vous voyez, là j'ai un peu de marge, pas non plus beaucoup, mais j'ai un peu de marge sur ma taille, donc c'est quand même plus confortable. Et donc je peux la porter comme ça. Voilà. Voilà pour ma Magnolia. Donc écoutez, j'en suis absolument ravie. C'est vraiment un très beau patron. J'essaye de voir comment je peux vous montrer ça un peu mieux. Voilà, comme ça on voit mieux. Voilà, donc c'est un très beau patron. J'y ai passé beaucoup de temps, mais au final elle rend vraiment bien. Elle a ce petit côté chic que je voulais pour le mariage. Elle est un peu longue, donc moi je l'ai quand même pas mal raccourcie. Au final, je l'ai dû la raccourcir d'environ 15 cm sur le modèle de base. Donc moi je fais 1,59 m, donc quand même plus petit que la recommandation, enfin que la stature du patron de base. Donc je l'ai quand même pas mal raccourci. Et je voulais qu'elle arrive, qu'elle traîne pas par terre, je voulais qu'elle arrive à peu près au niveau de la cheville pour qu'on voit la chaussure en fait. C'était ça mon objectif. Donc c'est à ça qu'elle répond. Elle est extrêmement confortable, vous voyez si je bouge, il n'y a pas de problème. Je la porte bien, je la perds pas. D'autres petites modifications que j'ai faites par rapport au tissu. Donc en fait le tissu, il y a ce petit effet lurex là qu'on voit, qui est assez joli, mais qui, je dois l'avouer, gratouille un petit peu. Dans le sens où du coup, forcément avec un fil de lurex, c'est pas tout doux. Donc ça picote un peu. Donc si vous êtes extrêmement sensible, soit vous faites une doublure de ce tissu, soit je vous le recommande pas. En tout cas, pensez-y. Sur la partie jambes, etc., j'ai pas du tout de problème. Voilà, ça picote un peu, mais c'est pas du tout gênant. Par contre, sur la partie buste, j'avais un petit peu peur. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je l'ai doublé avec une viscose blanche de mon stock pour être sûre que sur cette partie-là, voilà, qui est complètement en lien direct avec la partie poitrine, parce qu'elle se porte sans soutien-gorge cette robe. Du coup je l'ai doublée avec une autre viscose pour pas avoir de sentiment de picotement. Et donc ça c'est plutôt pas mal. Et sinon le tissu est pas du tout transparent, donc j'ai absolument pas eu à la doubler cette robe. Donc c'est une viscose qui est assez fluide et c'est quand même agréable. Parce que alors si vous devez vous doubler votre Magnolia, je sais pas, ça se fait mais c'est déjà assez long, donc je sais pas si je le conseillerais.
Mais voilà pour cette robe. Et l'autre petit détail dont je voulais vous parler, donc c'était par rapport au décolleté. En fait, ce que vous voyez, c'est que normalement, on vient rattacher ici le décolleté. Et donc moi, si je l'avais laissé juste rattaché ici, du coup, ça aurait été encore plus décolleté. Alors ça me dérangeait pas que ce soit décolleté, mais par contre, quand je bougeais ou quand je me penchais, ça se voyait quand même pas mal. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait... Alors, j'aurais pu faire un petit point ici, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couture à cet endroit-là, parce que y a une couture qui se voit en fait le long de l'encolure ici, pour venir poser le biais, parce que l'encolure est finie au biais. Et du coup, la seule chose que j'ai faite en fait, c'est que je suis repassée dans ma couture ici, pour venir tenir mes deux pièces ensemble, et du coup comme ça j'ai pas du tout de problème, ça tombe assez bien. Voilà, donc j'ai pas de petits plis, j'ai pas, enfin voilà, juste un petit pli d'aisance, mais c'est bien normal. Voilà, ça en est fini sur ce gros projet, mais je voulais passer un petit peu de temps pour vous expliquer mes modifications, parce que ça peut toujours être utile et que je sais que moi j'étais à la recherche de ces informations, donc je les partage si quelqu'un en avait besoin et passez par là. On passe à mon prochain projet terminé. Donc mon prochain projet terminé, c'est ce que je porte du coup, c'est la combinaison l'accessible que j'avais transformée en robe. Donc je vous mets le descriptif du patron. Et donc cet été, j'avais adoré ma combinaison et je m'étais dit que je voulais en faire une version robe avec la viscose Plumty un peu d'atelier brunette coloris chestnut. Donc c'est un projet que j'ai terminé il y a depuis 2 mois facilement, et je vous avais dit dans mon dernier podcast que je vous en parlerai pour vous donner des nouvelles de ce projet terminé. Donc j'y ai pas du tout touché, il a toujours les mêmes défauts que je lui reproche, donc je voulais juste vous les montrer, parce que voilà, c'est pas tout ça de montrer des projets réussis, c'est aussi bien de montrer des projets sur lesquels on se pose des questions, pour éviter d'avoir à refaire les erreurs. Donc je m'excuse, mais il n'est pas du tout repassé parce que j'ai sorti de l'atelier comme ça pour vous le montrer. Donc cette robe, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé, si je me décale vous allez voir, donc j'avais gardé en fait le haut du patron, du coup, qui est foncé à la taille, les poches, voilà le dos, et j'avais rejoint en fait les jambes de pantalon pour en faire une jupe. Donc là comme ça, c'est pas si mal, hein, sur la partie haut, ça se porte tout à fait, c'est très agréable à porter, etc. C'est sur la partie jupe où j'ai plus de questions. C'est-à-dire si je me monte là, en fait, le bas de la jupe, il fait un espèce de double... Enfin voilà, ça tombe un peu comme ça sur les côtés. C'est pas très saillant. Je trouve que ma prolongation de jupe où j'avais fait en fait comme un triangle, du coup ça tombe pas très joliment sur moi. C'est un peu long, donc j'hésite à reprendre. Et pareil, je vous montre l'autre petit défaut qui me dérange. Donc c'est un petit défaut dans le dos. Hop. Ici, là. Ça fait un espèce de bec en fait. Donc soit je tire complètement pour enlever ça, mais du coup c'est sur le devant que ça fait un peu bizarre, j'ai un peu trop de matière, soit je mets bien sur les côtés et j'ai ce petit bec que je trouve voilà, pas très saillant, pas très joli. Donc je sais pas très bien quoi en faire. Là comme ça à la maison, elle se porte très bien, c'est un plaisir à porter tellement c'est doux, et l'été c'est juste super agréable. Donc je sais pas très bien ce que je vais en faire, soit je vais la raccourcir pour la porter un peu plus court et du coup éviter cette espèce de V un peu moche là sur le bas de la jupe. Soit je la coupe pour en faire juste un haut, mais du coup je vais perdre le tissu de la jupe. Soit je la garde comme projet maison, mais c'est un peu dommage. Bon voilà, en tout cas vous avez promis de la montrer, donc je vous la montre. Et du coup je pense que je ne ferai pas de nouvelle version robe de la combinaison accessible. C'était pas une très bonne idée. Par contre je vais me refaire une combinaison accessible, peut-être en version hiver, avec une crêpe ou quelque chose, parce que je la porte beaucoup ma version été. Et donc ça pourrait être une bonne idée. Voilà, si vous avez des idées de modification de cette robe, et ben dites-le moi, et puis on verra bien, ce que j'en fais. Voilà, c'est parti pour le troisième et dernier projet terminé.
Alors, pour mon dernier projet terminé, je prends un petit peu de thé. Je bois le thé d'après-midi que m'avait offert Chloé, donc si tu passes par là, merci. Donc mon projet terminé, je vous en avais parlé, j'avais acheté ce tissu de jersey coton rose et blanc un peu strié chez Mondial Tissu pour me faire des petits débardeurs à mettre sous mes tenues pour me tenir chaud l'hiver. Bon, j'ai pas du tout besoin d'avoir chaud ces derniers temps, mais je me prépare pour le jour où ça le sera. Et me faire des ensembles en fait de petits débardeurs et de culottes assorties. Et donc je voulais revenir sur ce sujet avec vous. Vous êtes nombreuses du coup à m'avoir partagé, parce que je cherchais un modèle de débardeur tout simple pour pouvoir me faire ce projet. Et vous avez été nombreuses à me parler de ce livre. Donc c'est Coudre le stretch de Marie Poisson aux éditions La Plage. Donc quand je suis rentrée à Paris début octobre, du coup je suis allée l'acheter du coup en librairie pour me faire ce modèle. Et donc à la base j'étais partie, donc vous avez plusieurs modèles qui sont proposés dans le livre, donc c'est une vraie bible en fait, une vraie bible de la couture. Donc notamment, j'étais partie avec l'idée de me faire le débardeur, enfin comment on appelle ça d'ailleurs, c'est pas un débardeur, parce que j'ai eu la discussion avec l'une d'entre vous sur la notion de débardeur. Donc j'ai appris à cette occasion que ce que j'avais en tête, c'était un top à bretelles. Donc je voulais faire cette version au départ du top à bretelles Yvonne, et en fait, en regardant, il fallait travailler avec comment on appelle ça, du biais élastique spécial jersey. J'avais pas envie de me le procurer, etc. Donc du coup, je suis repartie sur un modèle de débardeur tout simple, qui est donc le modèle de débardeur Gabriel. Et je suis partie de ce modèle, en fait, qui permettait d'avoir décolleté devant et décolleté dos. Parce que comme le principe, c'était de pouvoir le porter en dessous de quelque chose, je voulais pas que ça dépasse. Donc je suis partie de ce modèle-là, et donc en fait ce livre c'est vraiment une bible avec plein de méthodes pour savoir coudre le jersey, comment est-ce que vous pouvez calculer votre taille d'encolure en fonction de l'élasticité du patron, enfin du tissu pardon. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses, il y a tout un trajet, enfin une partie sur l'historique de la mode, de la maille, etc. Enfin voilà, c'est un beau livre, ça vaut vraiment le coup. Et puis du coup, vous avez plusieurs patrons de base à décliner. Il y a un sweat, il y a... Je vais vous montrer si je crois que j'ai une page où on voit tous les modèles. Hop, voilà. Donc vous avez tous ces modèles là, donc il y a le cache-cœur, il y a le haut à nouer dans le dos, le sweat raglan, le sweat normal, le top à bretelles, le débardeur, le t-shirt où il y a beaucoup de versions avec des manches longues, tous les types de manches, etc. Et le t-shirt kimono. Donc ça vous permet vraiment de travailler vos patrons de mailles de base pour vous fabriquer en fait vos propres patrons qui vous conviennent. Et donc ça je trouve ça plutôt très sympa. Il y a pas mal de techniques de couture aussi sur l'aiguille double, comment est-ce qu'on coud à la machine à coudre, etc. Donc moi j'ai toujours pas ma surjeteuse, donc j'ai tout fait à la machine à coudre. Donc sur la base du débardeur, elle dit quelque chose qui était très utile, enfin que moi j'ai trouvé très utile, c'est qu'elle dit partez de votre t-shirt de référence pour voir si par rapport aux mesures, parce qu'elle propose aussi les mesures du vêtement fini, si ça correspond ou pas à votre t-shirt que vous aimez bien. Au-delà de vos propres mesures, au-delà du tableau détail, etc. Regardez, mesurez votre t-shirt et regardez si ça correspond aux tailles proposées dans le tableau. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon débardeur de base que je trouvais super. Et donc ça m'a permis de définir le modèle que je voulais. Donc dans mon cas, c'était un 36 de tour de poitrine et de taille. Et par contre, il fallait que je redescende au 34 en bas et au 34 au niveau des épaules. Donc vous vous rappelez, j'avais déjà constaté ça, que j'avais besoin d'avoir une carrure plus petite souvent que les modèles proposés. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai défini, j'ai décalqué mon patron tout bêtement. Voilà, il y en a un dos et un devant. Et donc voilà, j'ai décalqué dans mon patron, donc ça donne ça. J'en ai, en fait, dans mon morceau de tissu, j'ai réussi à caler 2 t-shirts et 3 culottes, donc je vous en parle après. Donc ça donne ça. Donc celui-là, en fait, il n'est pas tout à fait terminé. Il faut que je pose, du coup, que je finisse les emmanchures et l'encolure. J'ai finalisé, du coup, le bas du t-shirt. Donc j'aime bien la méthode qu'elle donne. En gros, vous faites un rentré de 3 cm et vous venez coudre à 2 cm votre bord, là. Vous allez voir.
Hop, voilà. Donc elle dit de le faire à l'aiguille double. Moi je l'ai fait avec un point élastique 3-3 et ça marche aussi très bien. C'est quand même relativement élastique. Donc parfait. Et donc là comme ça, sur le papier, il rendait très bien. Et donc je me suis attaquée à la couture de l'encolure et la couture des emmanchures. Alors là c'était un petit peu plus compliqué, j'étais quand même confiante parce que je me suis dit avec un livre spécialisé sur le jersey, ça devrait quand même pas être trop compliqué. Et au final, ça l'était quand même. Donc en fait, ce qu'elle recommande pour ce patron, c'est ce qu'elle appelle ça un biais jersey rapporté. Donc le principe en fait, c'est que vous avez une bande de 5 cm de hauteur de la largeur qu'elle vous donne par rapport à la taille de l'encolure. Donc elle vous explique où marquer vos repères entre le milieu devant, les coutures d'épaule, etc. pour pouvoir poser votre bande. Et donc le principe, c'est que vous allez coudre votre bande endroit de la bande contre envers du tissu. Et ensuite, vous allez faire un repli et de nouveau un repli pour pouvoir ensuite vous faire un fini propre des deux côtés. Donc ça donne ça. En fait, ça vous fait un biais à cheval en fait entre l'envers et l'endroit du tissu. Je vais y arriver. Donc c'est ce que j'ai fait et je dois avouer que ça fait pas une encolure, enfin c'est globalement propre sauf à cet endroit là où j'ai eu un peu de mal en tirant mon tissu. Et alors au début ça me semblait extrêmement épais, donc du coup ce que j'ai fait c'est que quand j'ai fait ma première couture, en fait j'ai coupé ma marge de couture et j'ai ensuite replié mon biais, sauf que du coup mon tissu tenait pas et donc par exemple à cet endroit là je l'ai pas encore repris. Ça m'a pas, comme je tirais vers l'avant pour pouvoir fermer mon biais, du coup j'ai pas pris dans la couture l'arrière, donc ça fait un peu ça. Donc du coup quand je me suis attaquée aux emmanchures, je me suis dit cette fois-ci en fait je vais pas couper la marge de couture, je vais la laisser comme elle le dit pour le finir. Et alors là le problème que j'ai eu à l'emmanchure, c'est que c'était une bande de 6 cm. Alors moi ça me faisait une épaisseur énorme, ou alors ça me faisait un repli de 2 cm au total, enfin c'est pas très propre. Donc du coup j'ai recoupé quand même ma bande pour avoir plus que 5 cm de hauteur et pas 6, pour pouvoir que ça fasse un repli correct. Et donc voilà, ça me donne ça comme repli d'emmanchure. Donc effectivement, en faisant ce qu'elle dit et pas en ne coupant pas la marge de couture comme moi je l'avais fait, bah c'est correct en fait. Du coup on arrive à quelque chose d'un peu plus propre des deux côtés. Voilà, c'est un fini un peu plus propre. Par contre je trouve que du coup, alors mon jersey est un peu épais, mais alors du coup ça me fait vraiment une épaisseur quoi. Enfin c'est pas fin quoi. Donc je suis pas très convaincue. Et l'autre chose que ça a fait, c'est que en fait du coup en venant remettre ça, alors je vais vous montrer par rapport à l'autre. Donc là, c'était l'emmanchure telle qu'elle était au départ. Et là, quand j'ai finalisé l'emmanchure, vous voyez, en fait, ça l'a raccourci beaucoup. Vous voyez, là, j'ai au moins 2 cm en moins. Du coup, ça la remonte et du coup, ça vient se plaquer sous le bras. Donc, c'est pas très, très agréable, en fait. Alors, ça se porte, hein, c'est en jersey, c'est doux, c'est étirable, voilà. Mais du coup, bon, ben, je pense que ça vaudrait le coup pour moi, de réagrandir un petit peu pour que ça tombe bien en dessous et que ce soit pas trop gênant quand on ferme le bras. Donc résultat, je suis plutôt contente parce que ça fait vraiment des finitions propres, mais il y a quand même des petites modifications à faire sur mon patron de base. Et l'autre chose aussi que je voulais modifier, là, je pense que je dois avoir quelque chose sur ce problème de carrure, je pense. Il faudra que je m'y penche dessus. Mais c'est pareil, ça tombe encore un petit peu. Donc je pense qu'à refaire, donc ça c'est sur mon modèle de base, je vais refaire comme j'avais pensé. Donc je vais descendre un petit peu mon emmanchure ici et je vais la décaler. Donc c'est à dire que je vais décaler, enfin que en gros je vais décaler de 2 cm par ici pour que du coup ma bretelle elle tombe un petit peu plus au milieu de mon épaule que sur le côté. Donc je pense que je vais les redessiner pour pouvoir avoir un patron de débardeur que j'aime vraiment bien et que je vais pouvoir refaire plusieurs fois et m'en resservir en fait régulièrement comme patron de base. Après en hauteur, j'ai fait la hauteur moyenne, je crois qu'elle propose, qu'il y a plusieurs longueurs. Donc ça c'est parfait, c'est
la bonne hauteur pour moi, la profondeur du décolleté c'est parfait, etc. Et au bout de ma deuxième pose de biais rapporté élastique, du coup c'était parfait. Voilà, juste peut-être que mon tissu était un petit peu trop épais pour faire cette technique. Et je me suis pas penchée sur d'autres techniques parce que c'était la technique qui était recommandée pour le débardeur Gabriel. Donc à voir. Voilà, ça c'était pour le débardeur. Et donc le principe que je voulais avoir, c'est que donc moi je porte pas forcément beaucoup de débardeurs justement, beaucoup de soutien-gorge pardon. Donc mais souvent voilà un petit débardeur plus une culotte. Donc je voulais me faire des ensembles entre donc ça c'était le débardeur du haut et donc voilà. Du coup je me suis fait la culotte assortie pour me faire un petit ensemble. Donc je voulais revenir sur la couture de la lingerie parce qu'on en voit quand même pas mal passer et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui étaient intéressées à se lancer. Donc moi en termes de patron, je prends un petit peu. Donc moi en termes de patron de couture de culottes, j'ai vu passer beaucoup de patrons pour des culottes en chaîne et trame. Pas beaucoup de culottes en jersey, alors que moi c'est ce que je porte le plus, c'est ce que je trouve le plus confortable. Je crois que la Maison Victor a fait un hors-série dédié à ça, mais du coup voilà, que j'avais pas acheté. Donc je voulais me lancer dans la création de couture de culottes en jersey, hein, parce que c'était ça le plus facile. Et en fait, en réalisant un boxer pour mon amoureux, j'étais tombée sur une vidéo qui était faite par un duo, je crois que j'ai oublié le nom. Ça me revient plus, mais je vous le remettrai dans les notes de l'épisode, qui expliquait en fait comment refaire un boxer sur la base d'un boxer du commerce qu'on avait déjà et qu'on trouvait confortable à notre taille. Et donc en fait le principe c'est qu'il vous explique comment redécalquer les pièces de ce boxer pour vous faire le boxer à votre taille. Et en fait, le principe, c'est que vous posez votre boxer sur un morceau de papier craft. Et en fait, avec une épingle ou avec un objet pointu, en fait, vous venez tapoter le long de vos pièces de boxer pour pouvoir ça vous dessine en fait sur votre morceau de papier craft vos pièces de tissu. Puis après, vous avez juste à travailler, à rajouter les marges de couture, etc. Et ça vous fait votre boxer. Et donc comme j'avais fait ça pour mon amoureux, je me suis dit bah en fait c'est pareil pour une culotte. En fait dans une culotte il y a 3 morceaux, enfin en tout cas une culotte en jersey il y a 3 morceaux. Il y a un devant, il y a un gousset ici devant, au milieu quoi, qui est souvent doublé, et un dos en fait. Voilà, il y a 3 pièces. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée prendre une de mes culottes et pareil, en fait, je l'ai posée sur, donc je l'ai pliée en deux à chaque fois. Donc j'ai pris ma culotte et j'ai fait comme ça, hop, je l'ai mis en deux, je l'ai posé bien à plat sur un petit morceau de papier craft, et puis après je suis venue en fait piquer tout le long là pour pouvoir avoir ma pièce de tissu, enfin ma pièce de patron qui se dessine. Donc j'avais une demi culotte voilà devant. Pareil pour le dos, donc une demi culotte dos. Et puis par contre pour le gousset, bah, du coup je l'ai mis lui complètement, j'essaie de vous montrer, hop, complètement sur ma pièce de tissu. Et puis du coup pareil, je suis venue tapoter le long comme ça pour me définir mes pièces. Donc voilà, et donc j'avais utilisé, je crois que j'ai utilisé un bout de sac en papier qu'on nous donne pour transporter nos achats. Donc c'est ça que j'ai utilisé pour que ça marque bien mes petites morceaux de tissu. Et donc voilà, donc je me retrouve avec mes 3 pièces. Donc ça c'est ma pièce d'eau où j'ai rajouté du coup mes marges de couture. Ma pièce devant, pareil, où j'ai rajouté mes marges de couture. Et puis mon gousset. Voilà. Donc ça se coupe 2 fois pour avoir l'intérieur et l'extérieur. Ça se coupe au pli du tissu ici. Et ça se coupe aussi au pli. Et donc ça vous fait 3 petits morceaux de culotte à assembler. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je commence par assembler mes 2 goussets. Donc je prends mes 2 parties de gousset et que je viens prendre en sandwich mon dos. Pareil, mes 2 parties de gousset et je viens prendre en sandwich mon devant. Donc ça me fait ma culotte comme ça. Ensuite, je viens coudre les côtés. Donc moi, j'ai fait des coutures anglaises. Donc là, j'ai 1 cm de marge de couture. Donc j'ai replié une première fois envers contre envers, puis endroit contre endroit. Et donc du coup, j'ai une finition en couture anglaise pour que ce soit plus agréable à porter.
Et puis une fois que j'avais donc ma culotte comme ça, je suis venue mettre de l'élastique de lingerie. Donc l'élastique de lingerie il se présente comme ça. Généralement en fait vous avez des petits picots. Hop, je sais pas si on voit bien, voilà. Vous avez des petits picots d'un côté qui sont un peu brillants et de l'autre qui sont mat. Donc ça vous permet de définir ce qui est le devant et l'envers et l'endroit du ruban. Et donc on vient en fait mettre sur le bord de son tissu. Donc on vient mettre ici son petit élastique. Hop. Donc on le coud une première fois. Si je vous montre, ce sera comme ça, ce sera plus facile. On le coud une première fois sur l'endroit du tissu avec les petits picots vers l'intérieur. On tire dessus pour que ça fasse l'effet élastique de la culotte. Donc moi, j'avais pas de repère, mais donc je tirais régulièrement pour que ça donne à peu près bien. Hein. J'avais pas de mesure précise. Et puis une fois que j'avais fait ça, donc ça je l'ai cousu au point élastique. Et ensuite vous le repliez vers l'intérieur. Et en fait vous voyez, vous avez juste le petit... quand vous le repliez vers l'intérieur, en fait, hop, ça vous fait juste le... J'essaie de vous montrer, hop. Ça vous fait juste les petits picots qui dépassent en fait comme une couture lingerie. Et là vous venez refaire votre couture en point élastique pour tenir du coup l'élastique sur l'intérieur de la culotte. Et donc voilà, et donc ça permet du coup d'utiliser vos chutes de jersey assez simplement. Je trouve ça quand même très pratique du coup comme technique pour pouvoir voilà, faire vos petits projets, récupérer vos chutes de tissu de jersey et avoir des jolies culottes fait maison. Ça coûte pas grand chose, c'est assez facile et je vous le conseille parce que c'est quand même très gratifiant de pouvoir avoir ces petits projets-là. Voilà, on a déjà fait un bon tour sur la couture, je vois que j'ai déjà beaucoup parlé et donc on va passer au tricot. Voilà, donc on va poursuivre avec la partie tricot. J'ai pas fait de partie projet en cours, projet à venir, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Et que du coup, je passe directement au tricot et je vous parlerai de mes prochains projets couture quand ils seront un petit peu plus définis dans ma tête. Donc, pour le tricot. Donc j'ai 2 projets finis à vous montrer, un projet en cours et puis quelques réflexions tricotesques parce que je sais que vous aimez bien ça et puis moi aussi du coup c'est l'occasion de les partager. Pour le premier projet fini, le voilà, c'est mon Elton cardigan. Comment vous dire que c'est un projet chouchou que j'adore absolument, il est juste parfait. La couleur est toujours très difficile à vous montrer, je pense que là vous voyez bien, donc pour mémoire, le Elton cardigan, donc je vous mets une petite photo. Donc c'est un projet de Rory Lecaletelli, qui est du coup un cardigan qui est boutonné, enfin un gilet, qui est boutonné sur le devant, qui est boxy, du coup assez large, voilà, on voit bien, avec des manches tombantes, on le tricote de bas en haut, ensuite on vient récupérer les manches, relever les manches pour les tricoter, donc moi j'ai fait des manches longues alors que le modèle d'origine c'était des manches 3/4, et la particularité de ce modèle c'est qu'en fait on fait des rayures entre une laine fingering pleine et un mohair tricoté en simple. Donc moi j'ai utilisé des laines de la droguerie, j'ai utilisé la surnaturelle, donc c'est 100% laine de la droguerie, et la qualité voilette pour le mohair, qui a cette particularité d'avoir une petite touche de glitter à l'intérieur, ce qui fait que du coup c'est un peu ton sur ton, mais que ça brille dans la partie mohair, et je suis super fan de cette petite finition. Vraiment, je le mets, depuis que je l'ai fini, je le mets beaucoup, je le mets avec beaucoup de choses, il va avec un jean, il va avec pas mal de choses. Donc je vous l'essaye pour vous en parler. Donc j'ai posé des boutons, pareil, qui sont des boutons que j'avais achetés à la droguerie, qui sont exactement de la même couleur bronze que le petit fil bronze qui est dans le pull. Donc vous allez voir, au blocage, en fait, il a pris quand même toute son ampleur, et surtout, il a bien, au début, il était, enfin, entre le mohair et la partie laine, en fait, il était assez,
c'était assez recroquevillé, enfin c'était pas très défini. Là du coup, vous voyez, c'est vraiment net, c'est lisse quoi, enfin le rendu est vraiment nickel. Donc je me décale pour que vous le voyez. Hop. Donc voilà comment il rend, avec les petits boutons. Hop. Voilà, voilà. Donc, il est un peu boxy, hein, vous voyez, j'ai de quoi faire, enfin j'ai de la place, j'ai vraiment de quoi faire, mais c'était ça que j'aimais bien dans le modèle, et avec des manches du coup vraiment fitées, vraiment ajustées. Donc voilà comment ça rend, et vraiment c'est un pull que j'adore. Donc moi je le porte toujours avec... le petit bouton, le dernier petit bouton ouvert là, parce que du coup sinon je trouve qu'il est un peu trop près du cou. Et comme ça c'est extrêmement agréable. Voilà, et la couleur vraiment... c'est vraiment très joli. Voilà, je vous dis, là je le porte, je sais pas si vous allez voir, mais je le porte avec un jean. Hop. Et ça rend super bien. Voilà, je suis fan de ce gilet, mais je vous en dis pas plus parce que j'en ai quand même beaucoup parlé dans les épisodes précédents, mais je voulais vous le montrer terminé quand même, parce que c'était bien la peine de vous le montrer porté, et voilà. Je l'ai déjà lavé une première fois, donc je l'ai bloqué, et je l'ai lavé une première fois, et nickel, j'ai pas eu de problème, je l'ai passé en machine à froid, tout petit programme, etc., et c'est passé nickel. En termes d'usure, donc je l'ai quand même pas mal porté. Ça bouloche un petit peu, mais rien qui fasse qui soit insurmontable. Donc je trouve que pour l'instant, voilà, c'est plutôt pas mal. Ça me gratte pas du tout. C'est vraiment doudou, malgré que ce soit et de la laine et du mohair. Donc voilà, donc vraiment plutôt très contente de ce petit modèle. Voilà, il avait comme objectif de remplir mon manque de gilets dans ma garde-robe, et il remplit parfaitement son rôle. Et je trouve qu'il fait très des petits hauts like, un peu, de la marque des petits hauts que j'aime bien, que je trouve assez inspirante. Et voilà, et donc il va d'ailleurs accompagner ma robe Magnolia, parce que du coup, si je vous le montre, hop, voilà, en fait, on voit pas très bien, mais le bleu va assez bien. Bon, là, les couleurs rendent rien, donc on a l'impression que ça jure un peu, mais dans la réalité, en fait, le bleu va bien avec le bleu, les petites traces de bleu de la robe. Donc voilà, donc je pense que, vu que c'est un mariage d'octobre parisien, je pense que la petite laine sera utile sur ma robe, et que du coup, ça sera très joli l'un avec l'autre. Donc voilà pour ce petit gilet Elton que j'aime beaucoup. Deuxième projet terminé, toujours dans la thématique mariage. Ça va être la thématique de ce podcast. J'ai fini du coup pour mon amie le châle qu'elle va porter le jour de son mariage. Elle se marie du coup en octobre, là, la semaine prochaine. Cette semaine, que dis-je, cette semaine. Et du coup, elle voulait un petit châle pour mettre sur ses épaules au cas où il fasse un peu froid. Elle voulait quelque chose de vraiment simple. Et donc voilà, c'est ce que je lui ai fait. Donc je l'ai terminé. Donc c'est vraiment un projet tout simple, hein. Donc c'est du mohair, enfin un fil de mohair et soie tricoté en simple en 4,5. Donc vous voyez, c'est vraiment transparent. Donc ça, c'est un rectangle qui fait 1,40 m sur 60 cm de haut. Et donc si je vous l'essaye, donc voilà, donc c'est vraiment à se porter comme ça, juste pour se tenir chaud sur les épaules, et qu'elle puisse voilà, se le mettre et se couvrir si elle a besoin d'avoir un petit peu chaud, ou de le porter un peu plus bas sur les épaules si elle veut que ça ne se voit pas trop. Voilà, donc c'est vraiment un
un petit nuage de douceur. Je l'ai bloqué avec le fer à repasser et la vapeur du fer à repasser pour que les bords roulotent pas trop, et donc ça marche plutôt bien. J'avais pas du tout envie de le laver, etc. J'avais peur que ce soit long à sécher, donc voilà, je voulais que ça reste voilà, propre et rapide à faire, et donc avec la vapeur de la machine à laver, ça rend très bien. Je l'ai tricoté du coup en 4,5 avec 2 écheveaux de la Shibui Knits, donc c'est la catégorie, comment on appelle ça, la base, je vais y arriver, la base Silk Cloud, et c'est le coloris Ivory, donc c'est une marque, une laine japonaise que j'avais acheté chez Lille Weasel à Paris. Et donc voilà, c'est vraiment tricoté en 4,5, je vous montre à l'endroit, c'est vraiment du coup assez ajouré, mais du coup comme le mohair est assez poilu, ça rend relativement bien. Enfin voilà, ça a l'effet de transparence, et en même temps c'est quand même assez chaud du coup, parce que du coup comme c'est mohair et soie, vraiment ça tient chaud quoi. On sent, on sent, et ça fait son office de châle de mariage. Voilà, donc c'était un petit projet que je suis contente de faire et d'avoir fait et de lui offrir. Et donc quand je ferai le montage, si j'ai réussi à avoir une photo d'elle où elle porte le châle, si jamais elle le porte, parce que s'il fait pas trop froid, je pense qu'elle le portera pas. Mais en tout cas voilà, je vous enverrai, enfin je essaierai d'insérer une photo de ce châle porté. C'était assez rapide à faire, au final ça m'a pas pris trop de temps. J'avoue que jusqu'à la fin ça allait. Le 10e restant du châle, j'en avais un peu marre quoi. Donc je me suis motivée en m'écoutant un petit podcast et en me disant allez, je le termine, il y a une deadline et c'est pour faire plaisir. Et voilà, et au final je le garderai bien pour moi parce que ça fait vraiment une écharpe, une écharpe toute douce. Et c'était un chouette projet, à faire et à offrir. Donc voilà, donc je suis ravie. Voilà pour mes projets terminés, et pour les projets en cours, eh bien c'est parti. Et vous allez voir que j'ai de la suite dans les idées, parce que j'ai enfin tricoté la laine que Chloé m'avait offert dans le swap du club de la wool auquel j'avais participé cet été. Donc c'est dans mon magnifique sac à projet qu'elle m'avait offert, évidemment, avec de la magnifique laine qu'elle m'avait offert, et pour un patron coup de cœur. Donc c'est vraiment un très bel ensemble de projets tricot. Donc la laine, c'est de la vilaine, qui est 95% mérino, 5% stélina. C'est de la stélina argentée. Et donc la laine est un peu chamoirée, en fait. C'est un fuchsia avec pas mal de nuances de rose, etc. Et avec des paillettes, qui s'appelle Starlet Solitaire. Et donc j'avais eu comme idée de faire les moufles de Yarnflex, donc Audrey, qui a sorti son modèle depuis, et modèle qui s'appelle les moufles Albiera. Donc vous pouvez aller les voir sur son profil Ravelry. Du coup elle a sorti le patron, et puis je vous mettrai le lien évidemment du patron dans la description. Et donc ni une ni deux, quand le patron est sorti, je l'ai acheté tout de suite. J'avais divisé mon écheveau du coup en 2 petites balles pour pouvoir tricoter le projet en double, parce que en fait le projet était prévu pour de la déca, et donc ça c'était de la fingering assez fine. Et en fait, je me suis dit qu'en utilisant mon écheveau en double, ça me permettrait d'utiliser mon écheveau pour faire mes 2 moufles, donc c'était parfait. Et donc là, en ayant terminé la première moufle, j'ai pesé ce qui me restait, et j'ai utilisé 38 grammes au total de mon écheveau pour faire ma première moufle, et donc j'ai largement assez dans mes 100 grammes, moins mes 38 grammes, vous ferez le calcul, du coup pour me faire la deuxième moufle, même si j'avoue quand j'ai eu que ça dans la main, j'avais un peu peur, mais a priori ça rentre sans problème. Et donc je vous montre, donc c'est un projet en cours parce que j'ai une moufle de fini, mais évidemment pas la deuxième. Et voilà ce que ça donne, cette petite moufle du coup tricotée. Donc moi en fait elle préconise de tricoter en aiguille 3,75, sachant que chez Audrey en fait c'est ça qui est pas mal, c'est qu'elle vous dit peu importe l'aiguille du moment que vous obtenez l'échantillon.
Et alors moi, l'échantillon, donc je sais que je tricote lâche, mais là clairement c'était le cas. L'échantillon avec ma figurine tricotée en double, je l'obtenais avec des aiguilles 3. Donc c'était vraiment des toutes petites aiguilles. Après ça me dérange pas hein, de tricoter en petit, mais par rapport au 3,75 et pour de la DK c'était un peu particulier. Mais donc j'obtenais l'échantillon tricoté en 3. Donc l'échantillon en rond. Et donc voilà, donc ça c'est ce modèle là. Et j'ai fait, en fait elle vous dit de mesurer par rapport à votre main. Et donc moi j'ai fait la taille numéro 2 de ces moufles. Donc la particularité de ces moufles, c'est qu'en fait on les tricote de bas en haut. Et donc ça c'est donc le côté dos de la main. Et dans la paume, en fait, c'est des moufles convertibles. Et donc c'est ça que j'avais trouvé ça génial. Donc en fait ça s'ouvre et ça devient des mitaines. Vous voyez? Donc si je vous l'essaye, il sera quand même un peu plus parlant. Donc je vous montre. Donc voilà, donc ça c'est la moufle portée. Donc voilà, et donc ça c'est la moufle version côté intérieur en fait. Et donc vous pouvez la porter en version mitaine. Du coup voilà, ça vous tient sur le dessus de la main si vous avez besoin de taper sur votre téléphone ou quoi l'hiver. Du coup ça vous fait des moufles convertibles. Ça s'appelle comme ça, des moufles convertibles. Donc je trouvais ça trop marrant à faire comme projet. Et donc je me suis lancée. Donc le patron est absolument super clair. Vous avez un diagramme par taille pour réaliser le patron. Donc c'est vraiment clair, enfin super clair. Il y a un tuto vidéo en ligne disponible pour faire tout le principe en fait du montage un peu particulier de la moufle convertible qui est super bien fait et enfin voilà, j'ai adoré le faire. Et ce qui est super dans les patrons d'Audrey, c'est qu'elle vous donne les indications pour faire son modèle, mais qu'après en fait c'est un modèle de moufle, finalement vous pouvez l'adapter à tout un... Elle vous explique comment faire si vous voulez. Et après vous êtes un peu autonome pour faire votre projet. Donc si demain vous avez envie de refaire une paire de moufles pour une taille plus grande, en enlevant la torsade ici, en faisant du jacquard, en réduisant, enfin en fait vous pouvez, parce que du coup il y a toutes les indications pour comment est-ce qu'on fait une moufle, et en plus vous faites un projet quoi. Donc vraiment je trouve que le patron est super. Ça faisait très longtemps que je voulais tester ces modèles et je vous les recommande parce que le patron m'a beaucoup plu. Donc le principe c'est qu'on tricote ici, donc on fait un montage particulier pour avoir des côtes élastiques. Donc moi je connaissais pas ce montage et alors il est extrêmement simple. Et alors je pense que pour mes prochains montages élastiques je referai quoi, parce que vraiment c'est super bien. Donc ça tient, c'est assez propre, ça gondole pas. Et en même temps, c'est vraiment bien élastique. Donc vous faites un montage élastique. Après, du coup, on tricote quelques rangs de côte torse. Et puis après, on fait un système en fait de mailles croisées pour former en fait ce petit V ici sur le dos. Et on a le même petit V ici sur le devant. Et en fait, on a un V un peu plus petit dans la paume que sur le devant de la main. Donc du coup on a vraiment le V s'arrête à peu près ici de la paume et c'est pas du tout gênant en fait. Du coup c'est assez bien pensé. Ensuite on continue, on commence à faire des augmentations pour le pouce. Donc la moufle est assez ergonomique en fait, c'est plutôt pas mal. C'est pas un pouce qu'on vient relever par devant, enfin elle est vraiment agréable à porter. On laisse les mailles du pouce en attente, ensuite on tricote toute la moufle, etc. On finit le bord de moufle et en fait ici on vient faire le travail de la moufle convertible ensuite comme un système de quand on vient faire un talon après coup. Donc je vous explique pas comment on fait, mais c'est un peu le même système qu'un talon après coup, donc très clair. Et ensuite on revient faire des petits montages de côtes ici pour pouvoir enfermer la mitaine en fait, pareil. Donc vraiment un modèle super fun. Et puis du coup en fait à chaque niveau il y a un petit truc pour vous amuser. Donc là vous faites vos côtes, après vous avez les mailles croisées, après vous faites les 10 000 augmentations du pouce, après comme sur le devant il y a une petite torsade, un jeu de torsade pareil qui est très bien expliqué, donc c'est assez subtil, on la voit pas trop, mais c'est sympa. Et puis une fois que vous avez fini la torsade, vous refaites la fermeture de la moufle, et puis une fois que vous avez fait la fermeture de la moufle, vous remontez des côtes. Enfin, en fait vous ennuyez pas du tout. Du coup je l'ai monté, je sais pas, je l'ai monté super vite, je sais pas combien de temps j'ai mis pour la faire, mais du coup ça m'a pas du tout pris de temps. Quand je l'ai fini, je la trouvais un peu serrée et au final, au blocage, elle s'est largement assouplie. Donc voilà, je voulais pas une moufle je voulais une moufle ajustée. Donc j'avais choisi la taille par rapport à ça aussi. Et voilà. Et donc, vous voyez, elle est très ergonomique. Je sais pas comment dire. Mais donc voilà. Donc j'ai des moufles de Starlet. Donc je trouve ça super pour un projet super ingénieux d'une créatrice que j'aime bien, avec de la laine qui m'a été offerte dans un coloris paillettes.
ça ne pouvait que aller pour le mieux. Et donc, la prochaine étape à venir, du coup, ça va être ça mon prochain, enfin mon encours tricot. Voilà pour ce super projet. Je vous parle pas de mon gilet de rêverie d'atelier mini parce qu'il n'a pas du tout avancé, enfin très peu, donc je vous le montre pas. Et je voulais avancer sur une petite partie de réflexion tricotesque pour conclure ce podcast. C'était des assortiments de laine. En fait, j'ai réfléchi à ce que j'avais en stock parce que j'aime bien utiliser la laine que j'ai en stock pour faire des compositions. J'ai pas beaucoup de stock de laine, mais néanmoins j'en ai quelques-unes. Donc du coup, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec mes laines en cours. Donc premier assortiment de laine dont je voulais vous parler. Donc c'était un mini que j'avais acheté à... donc c'est de la... J'ai perdu la petite étiquette. Je l'avais acheté à Édimbourg quand j'avais été à Édimbourg au mois de mars. Donc c'est un coloris jaune avec quelques petits speckles de couleur. Donc c'est de la laine à chaussettes pour faire le talon et la pointe et éventuellement les côtes d'une chaussette. Et je les voyais depuis le début avec de la laine bleue. Et en fait, en rangeant un peu mon atelier, j'ai retrouvé une laine que j'avais depuis pas mal de temps. Donc c'est de la Drops Baby Merino bleue. Et voilà, et je trouvais que ça allait assez bien ensemble, ces deux laines. Et donc j'imaginais bien la laine, enfin la chaussette bleue et avec le bout jaune pétard et le talon jaune pétard. Mon interrogation en fait c'est que ça c'est de la laine Mérinos, donc c'est de la superwash, mais il n'y a pas de nylon. Donc peut-être que pour une chaussette c'est pas évident. Sachant que ça c'est de la laine à chaussette et que comme je pense à faire les pointes, le talon et les côtes avec cette laine là, du coup je me dis est-ce que c'est vraiment gênant que ce soit de la laine Mérinos pour le reste de la chaussette. Bon, les puristes de chaussettes vont sans doute me répondre que ça ne se fait pas. Sans doute, mais je trouvais que ça allait bien et ça me permettait d'utiliser une partie de ma pelote dont je ne sais pas forcément quoi faire sinon. Voilà. Et sachant que pareil, les chaussettes ici, ça se porte pas... Enfin, disons que je vais pas faire une utilisation intensive de mes chaussettes, donc je vais les porter peut-être un peu chez moi, sans trop marcher. Bon, je sais pas, dites-moi. Donc voilà, ça c'était ma première réflexion tricot. Et si vous avez en tête des chaussettes un peu sympas à faire avec une double couleur en fait, ben dites-moi, je serai partante. Et puis pareil, deuxième autre combo de laine avec mon fameux écheveau solitaire dont je vous parle depuis le début. Donc ça c'est ma Cosmic String Coloris Sock Blend. J'ai en tête de la marier avec une laine de mon stock qui est celle-ci, qui est de la laine péruvienne que j'avais achetée au Pérou il y a 3-4 ans quand on avait fait un voyage au Pérou où il y avait de la laine partout, donc j'en ai ramené. Donc c'est de l'alpaga, c'est pas la même, ça c'est du mérino et ça c'est de l'alpaga, c'est pas la même composition, mais ça me dérange pas trop parce que c'est la même, c'est de la figuring aussi, donc ça se tricote quand même relativement bien. Et en rangeant pareil mon atelier, je me suis dit que ça... Donc, petite interruption. Donc, je vous disais que du coup, quand rangeant mon atelier, j'avais trouvé cette laine du Pérou. Et du coup, je trouvais que ça allait quand même relativement bien. C'est un gris un petit peu bleuté, mais en fait, du coup, comme on a du beige ici, du rose dans cette laine et des speckles qui tournent vers le bleu, je me dis que ça pourrait être pas mal. Reste que ici j'ai 880 mètres de fil, là j'en ai 425 et du coup c'est limite pour faire un pull parce que j'ai vraiment envie de faire un pull avec ces deux laines et j'ai envie de faire un peu un pull jacquard. Donc j'avais en tête de faire le pull Shifty de Andrea Mori, donc je vous mets une photo. Mais du coup je pense que ça va consommer trop de laine et donc ça ira pas. Et sinon j'ai vu un autre modèle chez elle qui n'est pas le Shifty, dont j'ai oublié le nom, qui est du coup un modèle avec des motifs de jacquard assez petits. Et donc là je me dis que ça pourrait être pas mal avec cette laine là, mais pareil j'ai un peu peur
j'ai un peu peur de manquer de laine. Donc voilà, en tout cas, ma recherche c'est, parce que souvent quand je vous parle de mes recherches, vous avez des bonnes idées. Ma recherche c'est un modèle, soit un pull un peu boxy mais pas trop, soit un gilet avec des petits motifs de jacquard très fins en ligne, du coup sur une base unie. Voilà, c'est assez précis ce que je veux, mais c'est ça que j'ai envie de faire en ce moment. Donc si vous avez une bonne idée pour ce combo de laine, bah, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je vois que l'après-midi passe et du coup il fait pratiquement nuit parce qu'évidemment ici le soleil se couche une heure plus tôt depuis qu'on a changé d'heure. Donc je voulais terminer ce petit podcast avec une partie bijoux. Voilà, donc je voulais vous parler de mes boucles d'oreilles que je porte. Donc je vais vous les montrer. Donc en fait avec ma robe Magnolia que je me suis cousue, j'avais envie de me faire un bijou qui allait avec. Et donc voilà. Donc c'est ça, mes petites boucles d'oreilles. J'avais envie de doré pour que ça aille et de orange pour que ça matche avec ma robe. Et j'avais envie de petits tassels. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout de cuir, enfin 2 petits morceaux de cuir en fait que j'avais. Donc j'ai décalqué une forme de carré et j'ai collé avec de la colle, qu'ensuite j'ai percé avec un petit trou pour mettre un petit anneau ici, que j'ai passé du coup dans ma créole. Et sur le bas de ma créole, en fait, j'ai créé des petits tassels en fil de couture, du coup de la bonne couleur du orange qui allait avec ma robe. Et donc ça, j'ai trouvé un tuto YouTube assez bien fait qui expliquait comment les faire. Donc je vous les mettrai pareil, si ça vous intéresse, je vous le mettrai en commentaire, enfin dans les notes de l'épisode sur le blog, si vous avez envie d'aller voir. Et donc j'ai trouvé tout le petit matériel du coup à la droguerie. Le cuir, je l'avais déjà par ailleurs. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que moi je suis absolument fan de boucles d'oreilles. J'adore ça, mais je n'ai pas les oreilles percées. Voilà, c'est une histoire familiale longue que je ne vais pas développer ici, mais donc je ne percerai pas les oreilles et donc je porte des clips en fait, beaucoup de clips. Et donc il y a une forme de clip que j'apprécie particulièrement, qui sont ces clips-ci en fait, qui s'ouvrent comme ça là, hop. Et le principe c'est qu'en fait vous pouvez venir les plus ou moins resserrer sur l'oreille ou pas. Et donc c'est ça qui fait que c'est assez confortable à porter, parce que du coup vous serrez, mais ça vous fait pas une marque d'oreille du tout. Là je les porte depuis ce matin, vous voyez, et j'ai pas du tout de marque. Voilà. L'autre chose importante quand vous faites des boucles d'oreilles clip, si vous avez envie de vous lancer, c'est le poids en fait de la boucle d'oreille. Plus vous faites quelque chose de léger, et moins le poids va être important, et moins vous aurez de problèmes de marque sur les oreilles. Donc là voilà, là c'est un petit bout de cuir, une créole et du fil, donc c'est extrêmement léger à porter, et du coup c'est vraiment parfait pour les porter. Donc voilà ce que ça donne. Donc elles sont un poil longues, mais j'avais envie de créole qui descendent un peu. Ça touche quand même pas le cou, donc voilà, elles sont complètement portables avec ma tenue. Bon, et ben ça y est, on a enfin terminé cet épisode. Je pense que ça va encore être un épisode de fleuve. Je le vois venir gros comme une maison. Donc prenez votre temps pour le regarder, prenez un petit thé, voilà, faites-le en plusieurs fois. Enfin, faites-vous plaisir avec cet épisode. J'étais très contente de vous retrouver pour vous parler de mes différents projets. Je vous ai absolument pas parlé de projets à venir, donc c'est parce qu'en ce moment pas grand chose. J'ai pas d'idée très précise, donc je vais me laisser porter au gré de mes envies et je vous partagerai ça quand elles seront arrivées. Donc prochain épisode, ce sera avec des projets surprises, rien d'annoncé à l'avance. J'espère que vous allez bien, que vous allez profiter de ces vacances de la Toussaint. Alors ici il n'y en a pas en Italie, mais en France je sais que c'est les vacances de la Toussaint, donc que vous ayez pu en profiter pour vous faire des bons petits feux de cheminée, des grands bols d'air frais et des ramassages de feuilles mortes. Voilà, vous avez bien compris que l'automne me manque, et donc j'espère qu'il va arriver aussi ici. Je vous souhaite sur ce une très bonne soirée, une très bonne journée, ou quel que soit le moment auquel vous me regardez, de passer un bon moment. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore d'avoir regardé. Salut!